Bien, bonjour à tous, bonjour à tous les trois. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation de One-to-One Retail et e-commerce Monaco et de The Trace. Bonjour à tous, merci d'être venus assister à cette deuxième e-plénière qui est consacrée à l'écosystème des startups et des prestataires tech et retail. Je vois qu'on a un public qui commence à arriver, donc on va lui laisser quelques secondes pour nous rejoindre à distance de sécurité, comme tu le soulignes, Nénad. Alors, j'en profite pour jeter un œil de qui est en train de nous rejoindre. Euh, Super, on a fantastique. Alors, on a des gens, on a Julien Platel de Diatly, on a Cédric Pénic de Amplify, Alban Pelletier d'Unvoice, Yann Rivoilon de The Other Store. Je vois des gens de chez Miracle, Riversaio, Viséo, Lyra, Fnac Darty, ID Kids, des freelances de The Trace. Bon, super. Je vois que les gens commencent à arriver. Du coup, je vous propose de commencer. Et puis, pour ceux qui sont au four et au moulin en ce moment, on aura le replay pour qu'ils puissent voir ça après coup. Allons-y. En quelques mots, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas tous les trois, vous êtes investisseurs, advisors et fins connaisseurs de cet écosystème retail, tech, e-commerce, voilà, du digital en France au sens large. Nenad Setkovic, tu as été CEO du gestionnaire de flux Lengo pendant 8 ans. Tu as dirigé des sociétés dans les univers ad-tech et médias. Tu accompagnes des startups à l'international et en France. Tu es au board de l'outil de réservation de restaurants ZenChef depuis 6 ans et de The Blockchain Group depuis 2 ans. Samantha Gersani, tu es partenaire au sein du fonds d'investissement Elaya, pour lequel tu investis dans différents segments. Donc, Elaya est notamment présent au board de Geoblink, un espagnol qui est une repo d'emplacement de magasins et d'assortiment. Tu es au bord de ZenChef. Elaya compte aussi dans son portefeuille des sociétés comme Miracle, Armis et Tiny Clues, qui sont bien connus dans notre écosystème. Et puis, Marc Pinault, tu es le président des Entrepreneurs Réunis. Tu es le cofondateur de SASLAM, cofondateur de l'excellente Maison des Entrepreneurs. Auparavant, tu avais également cofondé PhotoWaste, devenu Photobox, fusionné avec Photobox, cofondé Inspirational Stores et puis le fonds Network Finance. Et pour ma part, je suis Flore Fauconnier, je suis principale chez The Trace, qui a un cabinet de conseil en transformation, e-commerce, commerce unifié, marketplace, qui est basé à Lille et à Paris. Alors, venons-en au fait. Quelle forme prendra la reprise pour les prestataires et les startups tech et retail et comment se mettre en ordre de marche pour la saisir? Alors, pour commencer, vous êtes en ce moment assez accaparé par les boards impromptus de vos participations et je serais très curieuse que vous puissiez nous dire finalement de quel ordre sont les difficultés qu'elle rencontre actuellement. Voilà, sans forcément entrer dans le détail, mais en quelques mots, est-ce que c'est trésorerie, opérationnel, RH, financement, révision de roadmap? Samantha, je crois que Elaya a fait un questionnaire auprès de ses participations pour voir justement ce qui les préoccupait actuellement et sur quoi il se concentrait. Est-ce que tu Oui, peux nous partager les résultats? oui, effectivement, on a fait un questionnaire auprès On a à peu près 70 participations à date. Donc, on n'est pas complètement exhaustif sur le marché, mais on a voulu essayer de recenser les problématiques et un peu le wishful thinking de nos entrepreneurs, à la fois sur le financement, effectivement. Donc, qui avait eu recours aux prêts garantis d'État. Aujourd'hui, sur l'entièreté de notre portefeuille, ça s'applique à peu près à un peu moins de 80% de notre portefeuille qui a eu recours aux prêts garantis d'État. Alors, il y en a certains qui n'ont pas été granted encore. Et ça, c'était un moyen pour nous de savoir qui avait eu recours et si ça avait été accepté côté des banques et de l'État. On leur a demandé également ce qu'il en était de tout ce qui était chômage partiel. Donc là encore,
On a posé la question à l'entièreté de notre portefeuille, qui nous dit qu'à peu près 60% de nos sociétés ont mis en place le chômage partiel aujourd'hui. C'était pour savoir qui ça affectait. Donc, on a après été un peu plus granulaire sur est-ce que ça affecte plus le commerce, enfin, le commercial, le marketing et d'autres entités de la société pour comprendre est-ce que de la R&D, du marketing Excel, etc., qui a été le plus impacté par le chômage partiel. Le moins impacté nous concernant parce qu'on est des acteurs de l'early stage B2B deep tech. Les postes les moins impactés en chômage partiel ont été la R&D, sans grande surprise, et les plus impactés ont été marketing and sales parce que souvent ils ont eu affaire à des clients qui ne répondaient pas au téléphone, qui étaient un peu dans la panade, un peu comme eux, et du coup forcément mettre la partie marketing and sales en chômage partiel, ça faisait du sens. On leur a posé également, de manière générale, qui avait eu recours à des aides gouvernementales. Il y a à peu près 63% de notre portefeuille qui a fait appel à des aides gouvernementales, PGE ou pas PGE. Et ensuite, on a été un petit peu plus granulaire pour savoir qui avait révisé son business plan, qui l'avait réduit, qu'est-ce qu'ils avaient réduit. Donc, on a posé des questions en termes de, évidemment, donc réduction de leur plan 2020. Et effectivement, là, on a eu des révisions partielles des business plans. Il y a des boîtes qui ont été plus ou moins affectées que d'autres. On sait que dans le retail, pas forcément dans le retail, mais dans le retail physique et tous les outils qui ont pour clients des e-retailers, clairement, les budgets 2020 et 2021, sans grande surprise, ont été largement impactés. Ce qu'ils ont fait dans la plupart des cas, c'est ce qu'ils ont fait plusieurs scénarios en fonction du niveau de reprise et du moment de reprise, 3, 6, 9 mois, 15 mois pour les plus pessimistes. Mais il y a à peu près tous ont fait un budget post-Covid. Et après, dans ce qu'ils ont effectivement vu au day-to-day avec leurs clients, et là, on a un peu de chance, on a un peu moins de 70% qui disent ne pas souffrir de la crise au day-to-day, donc business as usual. Est-ce qu'ils arrivent à voir leurs clients? Est-ce qu'il y a beaucoup de churn, pas beaucoup de churn? Et là, on a de la chance, effectivement, 70% de notre portefeuille n'a pas été impacté au day-to-day par la crise, ou alors ça a été postponé, mais il n'y a pas eu un arrêt massif. Mais c'est parce qu'on a un portefeuille qui est assez diversifié. Dans le retail en particulier, pour avoir quelques boîtes et quelques-unes en commun avec Nenad, effectivement, quand on a affaire et quand nos clients sont des retailers physiques, quelle que soit l'industrie dans laquelle ils opèrent, forcément, ça a été un peu plus complexe. Ok. Martin, de ton côté, comment ça se passe? Enfin, les boîtes dont tu es au board, c'est quoi leur première difficulté? Enfin, au départ, ça devait être avoir du cash, mais maintenant? Alors, je vais dire un peu comme Samantha, il n'y a pas que des difficultés, il y a aussi beaucoup de sociétés qui ont profité du Covid. Donc, je dirais pourquoi? Parce que nous, on ne s'occupe pas seulement des startups, mais si je prends juste le secteur des startups, les startups ont un ADN assez particulier en réalité, parce que ce sont des sociétés qui sont très tournées vers le digital, qui vont très souvent se positionner sur un nouveau marché et qui ont de fortes ambitions de croissance. Donc, ce n'est pas toutes les sociétés. Donc là, on prend un petit travers et donc, il y a beaucoup d'opportunités pour ce type de société. Alors, dans leur ADN, forcément, elles ont un problème de financement puisque c'est la base de leur sujet, puisqu'elles sont en train de chercher à découvrir et à conquérir un nouveau marché, souvent avec de nouvelles technos. Donc, leur principale difficulté, c'était l'argent. Le deuxième sujet, je trouve, qui était intéressant, c'est la confrontation de leur activité et à leur business model. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte assez rapidement qu'il y en avait qui profitaient énormément de la situation. Donc, moi, je n'ai pas 70%, mais 50% des sociétés qui ont connu une croissance plus forte de leur chiffre d'affaires que le budget. C'est quand même assez exceptionnel, plus forte. Pourquoi? Parce qu'elles étaient dans le digital, parce que leur business model répondait à un besoin fort qu'on ne sentait pas vraiment auparavant, c'est-à-dire qu'on explorait.
Et donc, ce que je peux dire, c'est que cette crise a été un formidable projecteur, d'ailleurs, pas seulement des difficultés, mais des business models et de la puissance de certains business models qui sont révélés et qui ont été accélérés. Donc, je dirais, par beau temps, on ne voit rien. Donc, c'était avant la crise. Par mauvais temps, et la nuit, on ne voit que les étoiles. Donc, il y a beaucoup d'étoiles qui ont été découvertes. Et franchement, bon, après une phase de sidération, il y a quand même beaucoup d'opportunités. Hein. Il n'y a pas seulement des difficultés. Les difficultés, c'est l'argent, et les opportunités, c'était, on en parlera après, mais la capacité à accélérer sur les tendances lourdes. Ok. Très bien. Alors, passons peut-être aux questions de financement, parce que parmi les incertitudes actuelles, voilà, il y a celle du financement. Alors, on voit des très belles levées qui sont annoncées. Récemment, il y a eu Aircall, il y a eu Content Square. C'est plutôt des grosses levées. On dit beaucoup que les LP, donc les acteurs qui confient leur argent aux fonds d'investissement, ont un peu coupé les robinets. Alors j'ai aussi vu le baromètre d'Avolta Partners qui est encourageant puisqu'il a l'air de montrer que les term sheets signés avant le confinement sont plutôt honorés. Après, bon, ça n'augure pas de ce qui se passera sur Q2 et Q3 qui risquent d'être quand même en nette décroissance par rapport à l'an dernier. Nenad, toi, tu me disais en préparant cette table ronde que l'argent reste quand même un peu concentré sur les gros dossiers, c'est ça? Ou alors mis de côté pour… C'est un peu le feeling, on va dire, du marché, on va dire des acteurs plus petits. Tu as cité deux exemples qui sont Content Square et Aircall, en effet, qui ont fait des très grosses levées. Majoritairement, c'est quand même des levées avec des acteurs internationaux du financement. Et quand on discute aujourd'hui à New York avec des startups françaises ou internationales, ils sont tous en train de boucler des financements extrêmement importants, des annonces avec des grosses levées. Il va y en avoir un certain nombre dans les semaines qui viennent. Donc, ces gens-là, ils sont impactés d'une manière différente, je pense, par la problématique de financement. Ce qui est, quand on descend plus bas, ce matin, on a la Belgique qui a annoncé une levée de plus de 11 millions dans le secteur du e-commerce. Donc, ça prouve que quand on a un certain niveau comment dirais-je, de business existant, on est capable aujourd'hui d'aller trouver le fuel pour passer dans une étape 2, dans une étape 3, etc. Je pense que là, la problématique de financement, moi, que j'ai surtout rencontré, c'est des sociétés qui sont plutôt dans des phases de démarrage, qui vont chercher quelques millions d'euros pour un espèce de premier tour, et où là, en effet, ils ont eu le malheur d'être pris dans ce maelstrom du Covid, avec des dossiers qui commençaient tout juste. Je pense que là-dessus, notamment Samantha doit sûrement revenir sur ce sujet-là, mais je pense qu'en effet, le vrai problème, c'est de cette comment dirais-je, combinaison de recherche et de confinement qui ont commencé simultanément, et que sur ces acteurs-là, où le modèle reste quand même encore assez flou, assez imprécis, je pense qu'il y a deux catégories. Il y a vraiment des produits qui peuvent être dans l'air du temps et qui peuvent être très, très, très parlants par rapport à des nouvelles problématiques, et je pense que ceux-là trouveront. Mais après, tous les produits, on va dire, de la génération, des sociétés qui sont là maintenant depuis 2-3 ans, qui sont en train de tourner un peu sur le sujet, je pense que là, on est un peu dans le dur. Et quand on discute avec les fondateurs, très clairement, ils cherchent. Hein, je veux dire, il n'y a pas de… ils te disent qu'ils ont fait le tour de la place, qu'il n'y a pas d'écho, etc. Je ne juge pas de la qualité des dossiers. Okay. Je dis juste que le ressenti, il est vraiment sur le fait qu'aujourd'hui, il y a moins d'écoute. Oui, je me permets de rajouter, parce que il y a quelques questions, je dois passer quelques questions. Est-ce que on a mis en pause des instructions, nous, en tant que VC, etc. Effectivement, il y a eu une période qui est passée assez rapidement, où dans un premier temps, on s'est focalisé sur les boîtes en portefeuille pour savoir où elles en étaient en termes de cash, etc. Qu'est-ce qu'elles allaient mettre en place, comment on pouvait les aider. Et ça a été la priorité numéro 1 chez tous les investisseurs de la place. Après, on travaillait tous sur des dossiers. On avait tous des dossiers sous instruction. Nous, dans notre cas, on avait un peu moins de 10 sociétés, tout portefeuille confondu chez Elia, sous term sheet, qu'on a honoré aujourd'hui. Certaines ont été annoncées, d'autres vont être annoncées, etc. C'est des gens qu'on avait rencontrés, effectivement, il y a quelques semaines, sur lesquels on s'était déjà comité et sur lesquels on était sous term sheet. Et on a honoré, encore une fois, nos engagements financiers. Donc, il n'y a pas eu de pause, même en early stage. En fait, là où le bas blesse, on va dire, et où c'est aujourd'hui assez complexe d'investir, c'est pas tant dans le très early stage, parce que ça, en fait, quand on regarde un petit peu quel a été l'impact Covid, finalement, il a été très faible, puisque
on ne s'attendait pas sur des boîtes aussi early stage à avoir une top line très importante. Donc, l'impact n'a pas été important puisque la top line, on n'avait pas de grande ambition à la fin 2020 sur la top line. Ça n'a pas arrêté les investissements plus late stage, série B, série C, où effectivement la crise a eu un impact considérable sur leur top line. C'est souvent des budgets qui sont postponés et il y a quand même un sous-jacent qui est tangible puisqu'ils sont déjà sur des stades avancés de maturité. Et du coup, celles-là, elles se font financer. Par contre, là où il y a un peu de mou en termes de financement aujourd'hui, c'est plus sur la série Let's Seed série A, je dirais plus la série A, où on n'a pas encore complètement dérisqué la boîte. On n'a pas encore toutes les métriques qui vont bien pour prouver qu'il n'y a plus qu'à dérouler du câble. Et en même temps, on n'est pas très très early stage et on a levé un petit peu d'argent. Donc les gens qui sont en face de nous s'attendent, enfin, en face des entrepreneurs s'attendent. Donc nous, les investisseurs s'attendent à ce qu'on trouve un peu de chiffres. Et forcément, comme les années 2020 et 2021 étaient des grosses années de boost d'accélération grâce à la levée, c'est là où ça fait mal. Et c'est là où nous, en tout cas, par rapport à notre portefeuille, toutes les boîtes, pour la plupart, toutes les boîtes qui allaient enlever de fonds cette année sur une série A qui était à ce niveau de maturité, on leur a dit faites en sorte de maintenir le cash. On vous aidera si besoin pour pouvoir durer le plus longtemps possible et postponer la levée courant 2021. Et en fait, encore une fois, c'est pas tant sur le très très early stage ou le plus late, je suis d'accord avec toi, Nénan, c'est plus sur ces séries A qui sont un peu plus compliquées de fait, de manière générale, et d'autant plus en temps de crise. Et tu es d'accord avec moi, excuse-moi, Flore, Sam, tu es d'accord avec moi sur l'idée que, en fait, sur ce type de dossier, les gens sont plutôt aujourd'hui sur des timings où ils devraient viser printemps de l'année prochaine, quoi. Ah oui, large. Nous on a été très large, on leur a dit essayez d'être à flot pendant 24 mois. Ah, d'accord. Voilà. Pour éviter tout sujet, et on vous aidera évidemment si besoin, et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, si on avait une reco, non, les dossiers ne sont pas en pause chez les VC, on continue à investir, on est très actifs. On reste une petite boutique chez Lagarde, on avait un peu moins de 10 dossiers, donc je suppose que mes confrères ont fait de même. Et de ce que j'ai entendu, il y a eu très peu de joueurs qui à la fin n'ont pas joué pour des raisons de Covid. Mais par contre, si effectivement vous avez la possibilité de durer sur ce stade de maturité un peu in between la série, le seed et la série B, gardez votre cash, maintenez-le à flot et puis postponez votre levée pour au moins printemps l'année prochaine, effectivement. Martin, toi, qu'est-ce que tu observes et peut-être au-delà de qui arrive à lever ou on n'y arrive pas parce que ce n'est pas le bon stade, tu me disais que les fonds eux-mêmes sont peut-être en train de changer et que la valeur qu'ils apportent est peut-être aussi en train de changer. Comment tu vois les choses ? Je vais reprendre, c'est vrai que je vais faire un satisfecit quand même sur ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a eu 2 ou 3 semaines qui ont été incroyables de sidération. On était en mode de survie, donc il faut rappeler ce moment-là qui était unique. Et je dois dire que les PGE, les avances CIL, l'activité partielle, je me suis dit, moi j'ai 58 ans, je me suis dit à 30 ans, il y a même 20 ans, jamais ça aurait été possible. C'est-à-dire que les choses se sont faites avec une énorme rapidité, une grande fluidité par rapport au nombre de dossiers qu'on a suivis. Donc ça, il faut quand même le dire, la digitalisation, elle marche. Et donc, ça a été quelque chose de très positif. Du coup, juste après, on était encore en phase de sidération et nous, on s'est dit, on l'a dit à toutes nos participations, alors on n'est pas vraiment à fond, on est plutôt des SaaS, des sociétés avec des entrepreneurs. Il y en a une qui s'appelle SaaS Partners, il y a 30 entrepreneurs qui sont en activité, une autre avec une quinzaine, etc. Donc, on ne réagit pas forcément de la même façon. Donc, j'aurais un biais, on ne dit pas série A, série B, série C, etc. On voit des boîtes. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? On a vu d'abord, on a fait des opérations et on a dit à tout le monde, écoutez les gars, soit c'est la fin du monde, et dans ce cas-là, de toute manière, on va tous y passer, et donc il n'y a plus rien à faire. Soit on croit que ça va repartir, et donc il faut être avant les autres. Donc, dès la 3e semaine, on a commencé à dire, de toute manière, on avait de l'argent, les fonds sur la place avaient de l'argent, donc on s'est dit,
c'est une course de chevaux. Donc, on va sans trembler pousser nos chevaux de course devant les autres. Voilà, on était dans un mode un peu concurrentiel et opportuniste par rapport à d'autres fonds en se disant, voilà, on est assez libre, on est des entrepreneurs, on y va. Donc, on a fait une opération sur SaaS Partners très rapidement. On a fait une opération sur un autre fonds qui s'appelle les Entrepreneurs Investis, Castali, qui s'est faite en plein Covid. On a fait une très grosse opération sur un autre fonds, sur une opération à un niveau de 300 millions avec des Américains. Donc, en plein Covid aussi, parce que ces business models étaient excellents. Nous-mêmes, on a investi quand le business model était excellent. Donc, on a pris peut-être un risque, mais en se disant de toute manière, si on ne le prend pas, on sera tous morts. Donc, la décision était très simple. Voilà. Oui, et puis d'un autre côté, enfin, il y a peut-être un côté retenir les chevaux alors qu'on est censé être aussi dans une grosse phase d'accélération de la digitalisation, ça peut sembler absurde. Après, quand les LP donnent moins d'argent, ils ont moins d'argent. Quand les distributeurs coupent les robinets aussi, ont plus de projets ou les reportent, ça fait moins de business pour les prestataires. Du coup, voilà, en élargissant, sortant du financement et plus en élargissement sur le marché lui-même, Samantha, Nenad, comment vous voyez Il y a des opportunités sur le marché. Moi, je vais rejoindre un peu ce que disait Martin sur le cadre de Blockchain Group. On a profité de la période Covid pour faire une acquisition. En fait, on a acquis une boîte qui est grosso modo à plus de 4 fois plus grosse que notre société elle-même et qui nous permet de passer sur un multiple pratiquement de 5 de taille par rapport à ce qu'elle était pré-acquisition. On a bouclé ça pendant l'opération Covid de manière publique, de manière assez simple, puisqu'en fait, financé notamment par une dette du vendeur, dans des conditions, je pense, où très clairement, le Covid n'a pas été un handicap en aucun cas, bien au contraire, pour ficeler cette opération. Le management a suivi l'opération et est devenu actionnaire de Blockchain Group. Donc voilà, il y a des opportunités, il y a des choses à faire. Il n'y a pas, je veux dire, le point, il est très clair. Rester en se disant c'est fini, on va attendre que ça passe et on démarrera après, c'est surtout pas la bonne approche. Après, en effet, il y a des moments aussi où j'ai vu pas mal d'entrepreneurs qui étaient dans des dossiers un peu qui planifiaient des levées sur cet été, sur l'automne. Pour eux, c'est très compliqué parce que il est clair que certains d'entre eux ont eu du mal à accéder auprès d'État. Certains, comment dirais-je, avaient des volumes qui n'étaient pas suffisants d'ailleurs pour leurs besoins, donc qui les obligent à des scénarios hybrides. On en revient de toute façon au point qu'on abordera sûrement tout à l'heure, mais qui est le point de l'agilité. C'est-à-dire que dans cette période-là, on est obligé d'être extrêmement agile. Et puis, ce n'est pas un update, ce n'est pas un reformatage d'existant qu'il faut faire. Souvent, c'est la feuille blanche et on repart avec la feuille blanche. Ouais. Et c'est à ces moments-là aussi où tu te rends compte de la résilience des entrepreneurs et de leurs investisseurs par ailleurs. Mais si on doit citer un exemple, et on l'a en commun, Ménade, tu vois, mais c'est une boîte comme Zenchef. Zenchef, qui est, donc ça fait un module de Reza à destination des restaurateurs. Donc, autant vous dire que du jour au lendemain, toute leur base client arrêtait toute activité. Il a fallu les retenir et il a fallu effectivement être agile. Ils ont su être agiles. Très, très vite, ils ont mis en place un certain nombre de modules qui permettaient aux restaurateurs, un certain nombre de restaurateurs de faire du click and collect, chose qu'ils ne faisaient pas du tout avant. Zenchef ne proposait pas ce module avant, donc ils ont dû le créer from scratch, donc ça n'a pas chômé côté produit et dev. Et deux, c'est des restaurateurs qui sont plutôt premium et qui faisaient pas recours du tout au click and collect et qui du jour au lendemain ont une activité digitale qu'elles n'avaient jamais eue, voire qu'elles étaient même réticentes à avoir. Et en quelques semaines, ils ont réussi à onboarder des centaines de clients sur un module et sur une activité qu'ils n'avaient pas. Parce qu'encore une fois, il faut le rappeler, que ce soit dans le domaine de la restauration où du jour au lendemain ça a été arrêté, ou dans le monde du retail physique où du jour au lendemain les magasins ont été fermés. Toutes les boîtes qui étaient encore réticentes au digital, qui avaient des modèles hybrides, digital et retail physique, qui faisaient 5, 10, 20, 30% de leur chiffre d'affaires sur de l'online, mais qui misaient tout sur leur retail physique, du jour au lendemain, ils ont fait 100% de leur chiffre d'affaires sur de l'online. Et forcément, ça a été un accélérateur et un booster du digital. Et c'est là où on en revient à ta question sur qui a profité, est-ce qu'il y a des boîtes qui ont profité de la crise. Évidemment, toutes celles qui sont des outils pour les e-commerçants ou les retailers sur du digital,
pour leur permettre une activité quelconque sur du digital, parce que c'est la seule chose qu'ils pouvaient faire en confinement, c'est des boîtes qui ont effectivement profité largement de la crise. Et c'est bien, c'est joli à voir parce que même si sur du produit non essentiel, il y a effectivement une consommation qui a baissé, sur tout ce qui est produit essentiel, il y a eu un boost et une consommation très très différente. Et je pense que ces modes de consommation et cette conscience digitale des retailers, elle ne va pas s'arrêter du jour au lendemain parce qu'aujourd'hui, ça y est, on est déconfiné. Alors, du coup, ZenChef, c'est quand même un cas effectivement très extrême parce que du jour au lendemain, son outil principal ne sert à rien. Et puis tout d'un coup, il crée un nouveau produit. C'est même pire. Qui redevient un must-have. Juste là où je veux en venir, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'outils, de startups, de prestats, peu importe, de gens qui nous regardent, qui sont un peu entre les deux. Donc, ils sont pas du jour au lendemain rendus utiles. C'est des nice to have. Ils ne sont pas complètement must-have. Du coup, pour eux, comment est-ce qu'ils doivent s'y prendre alors, vous allez me dire, il faut être agile, il faut bâtir des nouveaux produits, etc. Mais voilà, c'est quelque part vous recommander de vous leur conseiller de trouver une façon de devenir un must-have. Et c'est vrai pour le SaaS aussi, parce que tous les outils SaaS, ils peuvent se débrancher et puis on n'est jamais sûr qu'on va les rebrancher, surtout quand, par exemple, le distributeur, enfin le client, il se rend compte que pendant 6 mois, 12 mois, il a très bien vécu sans cet outil, donc soit il rebranche le voisin, soit il rebranche rien du tout. Donc voilà, c'est quoi votre... Est-ce que vous avez d'autres exemples, alors qui sont peut-être moins extrêmes que ZenChef, qui me semblent totalement exemplaires, et pour se transformer en must-have, ou alors pour en bâtir, quand on se sent nice to have, ou alors est-ce qu'il faut bâtir toute une pléiade d'outils? Est-ce que vous recommandez quoi à vos participations? Je vais peut-être donner l'exemple et après on répondra à la question. Mais moi, je suis au bord de Cogent. Donc, c'est pas tout à fait, mais une cinquantaine de restaurants. Et je suis depuis 15 ans et je suis au bord aussi du grenier à pain. C'est une trentaine de boulangeries. Ce qui est intéressant, c'est donc Cogent, c'est le perdant, on peut dire, puisque tous les restaurants sont fermés. Néanmoins, toutes les équipes ont été sur le front. Et qu'est-ce qu'elles ont fait pendant ce temps-là? Elles ont fait effectivement des opérations, elles se sont transformées à vitesse accélérée et on s'est dit très simplement, de toute manière, c'est le moment de prendre des parts de marché. C'est-à-dire que si on ne fait rien, de toute manière, on sera comme les autres, un rien à la sortie, en ayant fortement souffert. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a lancé le Click and Collect. On a effectivement demandé à des sociétés, pas forcément ZenChef, mais à d'autres, des solutions. On les a mis en place. On a mis une application Cogent. On a imaginé plein de sujets. On a fait de la communication. Et donc, on s'est dit, on sera les premiers à ouvrir, même sans pouvoir quasiment rien faire. On a fait la restauration. On a envoyé 100 000 repas. Et on en fait la publicité derrière parce qu'on se dit c'est important aux hôpitaux, 100 000. Donc, c'est un moment incroyable, effectivement, de s'équiper en outils digitaux, ce qu'on a fait, et en même temps de prendre des parts de marché en se disant, de toute manière, on est tous logés à la même enseigne, donc il vaut mieux se bouger que de rien faire. Et c'est ça la clé, je pense. En effet, c'est le fait de se bouger et de se dire comment j'en tire un bénéfice. Parce que pour passer rapidement sur l'exemple de ZenChef, par-delà la fonctionnalité en elle-même, c'est un produit qui a été proposé gratuitement à tous les restaurateurs de France. L'idée, ça a été de dire il faut qu'on démontre à la communauté qui est de nos clients, qu'on est là pour les aider quand c'est disponible. Donc, l'outil a été offert, ce qui a permis à tout un chacun de regarder cette solution. On s'est dit, voilà, c'est un produit, on aurait pu le vendre, on aurait pu faire plein de choses, je pense, ce produit-là. Et il sera peut-être commercialisé dans le futur, ça c'est un autre débat. Mais aujourd'hui, jusqu'en septembre, ce produit est offert gratuitement à n'importe quel restaurateur. L'idée, c'est de dire, allons chercher, comment dirais-je, aussi comment on peut aider notre marché à s'en sortir dans cette période dure, quels sont les produits dont il peut avoir besoin, parce que c'est aussi le meilleur moyen de réaccélérer et de redémarrer demain matin. Et je vais prendre un autre exemple que je connais bien puisque c'est blockchain. Sur blockchain, où on est majoritairement une société de développement dans les univers d'assurance et dans les univers, financiers. Donc, Il se trouve que The Blockchain Group, voilà, pardon. Il se trouve qu'on a identifié une anecdote, mais tout simplement le fait qu'il y avait pas mal d'AG qui avaient des gros problèmes pour les votes de sociétés avec les actionnaires publics, etc. Et on a sorti tout simplement un logiciel qui va gérer les votes des assemblées générales en blockchain, qui est déjà appliqué sur quelques sociétés, qui va être généralisé sur les sociétés cotées diverses et variées.
une anecdote, mais bon, il se trouve que ça attire des intérêts et c'est un moyen aujourd'hui comme un autre de se dire, il y a des besoins qui émergent. Parfois, ça peut être anecdotique. C'est la petite anecdote qui va faire que derrière, on va retrouver, comment dirais-je, en top of mind la société en question dans quelques semaines, dans quelques mois. Et ça, en effet, il faut réfléchir. Le problème numéro 1, c'est par contre d'avoir la clarté d'esprit de se dire que le produit doit bouger. Oui, mais alors, est-ce que c'est toujours possible? Parce que mettons que moi, je suis un truc classique, une martech, je suis un outil de personnalisation pour l'e-commerce. Le problème, c'est que on a parlé de… Pardon, excuse-moi, Martin, je t'en prie. Oui, alors tu posais la question, et c'est peut-être lié, qui est intéressante, c'est celle du SaaS. Donc, des outils qui sont… Alors, dans le SaaS, en exagérant, donc je vais parler un peu de SaaS Partners, c'est une trentaine d'entrepreneurs qui sont aux manettes de leur boîte. Vous avez Alix Zabetasti, Laurent Le Tourmy, le patron, le fondateur de Viséo, etc. Et on investit, donc on est une société qui investissons dans des boîtes SaaS. Et on a un peu le sentiment dans le SaaS, ce n'est pas tout à fait vrai, j'exagère, mais que l'abonnement est éternel. C'est-à-dire que bon, ça va, il y a un peu de churn et puis ça va continuer. Et on réfléchit un peu sur ta question qui est nice to have, must have. Alors, qu'est-ce que ça nous a permis de voir et de constater cette crise? C'est que d'abord, il y a des logiciels qui ont été débranchés du jour au lendemain. Et puis, ceux qui n'ont pas été débranchés, alors on peut se poser la question, on a essayé de comprendre ce qui se passait de façon à en tirer des leçons pour le futur. Ceux qui n'ont pas été débranchés, c'est souvent ceux qui faisaient économiser de l'argent. Donc là, c'est un peu con, on ne va pas les débrancher puisque ça nous fait gagner de l'argent. Donc il y en a quand même un certain nombre d'outils qui font réellement gagner de l'argent. Donc on se dit, ça c'est pas mal. Il y en a d'autres qui sont censés développer le chiffre d'affaires. Alors là, c'est quand même plus difficile à prouver. En plus, le chiffre d'affaires des clients baissait. Alors, eux, ils ont été plus facilement débranchables et ça pose la question de que faire pour l'en empêcher. Je pense qu'il faut avoir des instruments de mesure, mais vraiment très poussés, très simples, très concrets, qui vont permettre aux clients de se dire « j'ai pas intérêt à débrancher ». Et puis, il y en a d'autres. Alors ça, c'est la leçon, un peu une évidence, mais dans lequel il est quasiment impossible de débrancher l'outil. Donc, si vous prenez par exemple un PIM Quable qui est utile, comment voulez-vous le débrancher? Un ERP, comment vous le débranchez? Une DMP comme Isance, qui est une sorte de pieuvre qui va apporter énormément de bénéfices, comment on le débranche? Une marketplace comme Miracle ou Isaplace, comment on le débranche? Voilà, donc ça nous donne la notion du must-have et du nice-to-have. C'est-à-dire qu'on peut aller de l'un à l'autre. Et je ne pense pas que ce soit une question de business model sous-jacent parce qu'il y a plein de SaaS qui n'ont pas été débranchés parce qu'effectivement, soit ils agissent sur la top line, soit sur les dépenses, mais en gros, on sait que, je te rephrase, ce n'est pas moi qui ai parlé de Miracle, mais il s'avère que c'est dans notre portefeuille. Évidemment, ça n'a pas été débranché. Évidemment. Puisque c'était le seul lien avec le client final. C'est le socle, c'est sûr. Voilà. Après, il y en a qui sont débranchables et qui ont été débranchés. Mais s'ils sont débranchables et ils ont été débranchés et qu'il n'y a aucun moyen de pivoter ou de trouver un modèle de stabilisation, là, a fortiori, il faut recommander à ces entrepreneurs d'essayer de durer le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'il y ait un peu un revirement de situation et une recovery de la crise. Donc, ce n'est pas tant le business model sous-jacent que l'industrie des clients qu'ils ont en face. Toutes les boîtes qui avaient, je sais pas moi, des clients dans l'aéroportuaire, dans le luxury, dans le travel, etc. Forcément, ces gens-là, que ce soit quelque chose de débranchable de pas débranchable pour leurs clients, il n'empêche qu'ils ont vécu un marasme. Bien sûr. Donc moi, je vais citer une boîte traditionnelle, pas traditionnelle, mais qui s'appelle Castelli, c'est des fontaines à eau. Bon, les fontaines à eau, elles sont, disons, 30% dans les cafés, hôtels, restaurants et 70% dans les bureaux. Force est de constater que les cafés, hôtels, restaurants, ils étaient fermés, donc les machines ont été débranchées. Mais la tendance de fonds, donc c'est sur cette société-là qui a eu une levée de fonds et une opération en plein milieu du Covid, la tendance de fonds, elle est évidente. C'est-à-dire qu'en sortie de crise, ces machines-là répondent à une tendance lourde qui est le remplacement des bouteilles d'eau. Donc, là aussi, c'est-à-dire qu'il faut être très paysan et pragmatique. C'est une évidence que ces fontaines à eau qui ont, je vais pas
épiloguer sur tous les avantages qu'elles ont, ben, vont perdurer et vont croître dans le futur. Bon, mais là, il y a eu un problème de clients. Mais en fait, le problème, il est, alors pour revenir peut-être plus à l'univers du e-commerce et à l'univers des, on va dire, des prestataires e-commerce, il y a 2 points. Il y a le point que citait Martin, qui est vrai, et qui est un point, on a quand même beau dire, on a quand même beau faire, le MRR, ça offre une certaine résilience quand même en termes de chiffre d'affaires par rapport à des clients qu'on facture au mois le mois. Je pense que l'industrie média publicitaire doit en savoir quelque chose. Par contre, il y a des choses, il y a un point qui est absolument essentiel, c'est que là, on continue à vivre et à exister sur un matelas existant. Le problème du matelas, c'est qu'on est dans une industrie qui, de toute évidence, veut de la croissance, Covid ou pas Covid. C'est-à-dire, et je pense que mes deux confrères me confirmeront, si leur boîte, elle conserve bien leur matelas dans les 6 mois qui viennent, mais qu'elle rajoute rien du tout comme croissance derrière, je pense que tout le monde fait la gueule au bout de 6 mois autour de la table. Donc, le vrai problème, c'est maintenant, c'est comment reprendre le chemin de la croissance. Le chemin de la croissance, même si ce n'est pas des grands produits, un produit comme Miracle, c'est au cœur du système, c'est noyau fusionnel, donc tu ne peux pas le retirer. Il y a plein de produits aujourd'hui qui sont très utiles aux alentours, qui se sont retrouvés en effet bloqués du jour au lendemain parce que plus d'interlocuteurs, parce que des gens qui sont en télétravail chez eux ont d'autres priorités. Une partie est de chômage partiel, l'autre partie est en train d'expédier des affaires courantes, d'adapter des process qui n'étaient pas adaptés à la période, etc. Et d'un seul coup, le radar et ce qu'on appelle le pipe de toutes ces équipes, de toutes ces startups, il est devenu nul. Moi, je vais prendre un exemple. On me dit, voilà, par exemple, le luxe, c'est difficile. Moi, j'accompagne une boîte là, depuis peu qui s'est lancée à Hong Kong, qui est China Club, et qui est en fait tout simplement une agence qui avait vocation à accompagner les marques du luxe sur la Chine en termes de positionnement sur les marketplaces. Les mecs, ils se sont lancés fin décembre avec le lockout en Chine. Ils ont transformé ça dans un espèce de club virtuel au niveau digital qui se déroule aujourd'hui comme ici au travers d'une conférence. Il a lieu actuellement toutes les semaines. Durant la période, ils ont démarré from scratch. C'est des Russes et des Chinois là-dessus, des anciens de Tmall. Et aujourd'hui, mardi dernier, il y avait 80 marques de luxe qui sont devenues membres. C'est un club payant. C'est-à-dire que pour apprendre, il faut payer un membership à différents niveaux pour suivre, pour savoir exactement comment on fait pour commercialiser sur des réseaux sociaux en Asie, en Chine, etc. etc. Donc, ça prouve que toute évidence, ils ont transformé un modèle qui est un modèle. Et les Chinois sont vraiment des gens où il faut les toucher du doigt parce qu'on peut discuter pendant 6 mois au téléphone et rien signer, il suffit de 2 heures pour enchaîner les contrats. Ils ont réussi à transformer ça dans un modèle purement digital. Dans un secteur, le luxe, où on s'est dit, le luxe, pendant la période Covid, vous savez, finalement, ils ont bringué des marques et aujourd'hui, le truc redémarre à une vitesse absolument colossale. On démarrait un petit peu plus tôt que nous. Donc c'est possible et c'est faisable. Le vrai point que ça pose, je pense, c'est que ça veut dire que chacune des boîtes, elle doit quand même revenir, entre guillemets, à la table de travail. Et moi, dans les discussions que j'ai ces derniers temps, parce que j'échange avec pas mal de monde, de sociétés, de connaissances, etc., pour savoir ce qu'il en est, bien souvent, j'ai des gens qui reportent des business plans, reportent des projets de trimestre en trimestre. Et puis, comment dire, on se demande s'ils ne sont pas un petit peu déconnectés. Ils ont le côté personnel qui fait le confinement et le Covid, et de l'autre côté, le côté professionnel qui, lui, business as usual. Le problème, c'est que le marché a évolué. Donc là, début juin, pour moi, c'est carrément un reboot qu'il faut regarder au niveau du produit. Le marché évolue. Prenons la partie e-commerce. Le drive a explosé. Le paiement sans contact a explosé. J'ai vu une start-up idiot, mais la gestion des files d'attente dans les magasins de points de physique. Je pense, Sam me confirmera, si le gars était venu il y a 6 mois se présenter pour une levée quelque part, je pense que tout le monde l'aurait regardé en disant, bon, c'est très gentil votre truc, mais allez voir ailleurs. Là, le gars, il t'explique qu'il virtualise. Ça existait, oui. Ça existait, donc il y a eu des accélérations, des explosions. Voilà, c'est ça. Mais après, le problème, c'est qu'elles sont clairsemées sur le sujet, mais il y a des gens qui aujourd'hui ont vocation à drainer du trafic online vers du trafic offline. Je pense que si on fait un rapide sondage, et on n'a pas de sondage malheureusement là sur l'outil, mais je pense qu'il y aura probablement très peu de boîtes qui diront avoir forcément pensé à cette direction-là. Et pourtant, ils ont une légitimité de par c'est l'extension de produits. Il va falloir faire bouger les produits. Alors, je pense on a une discussion super intéressante du coup sur les produits, les must-have, etc. Je voudrais qu'on passe à un autre enjeu qui est hyper fort et qui est hyper lié. Une fois qu'on a ces produits qui sont adaptés au marché, admettons, il s'agit de les pousser, de les communiquer, de les vendre, etc. Comment est-ce qu'on relance la machine commerciale alors que, comme tu viens de le dire, Nenad, à moins d'être schizophrène, tout n'a pas encore repris. Tout d'ailleurs ne va pas forcément reprendre dès le mois de septembre. Donc, commençons peut-être par la France et ensuite on parlera de ce qui est éventuel développement européen international. Comment on relance la machine commerciale en France? Alors, pour avoir piloté les équipes commerciales là, ces 10 dernières années,
notamment dans l'univers du SaaS, il n'y a pas de magie. J'ai envie de dire, si on est Shopify et qu'on attend simplement avec des mécanismes marketing que le gars arrive sur le site et saisit avec sa carte bleue son truc, là, a priori, on peut se dire qu'il y a sûrement des solutions. S'il n'y en a pas assez, il faut renforcer les acquisitions, etc. Malheureusement, et je pense que si je prends l'écosystème des prestataires qui font notamment l'event e-commerce Monaco one-to-one, je pense que 95% des prestataires en question, ils vivent encore avec ce qu'on appelle des commerciaux. Et ils ont donc du coup, à mon avis, 3 types de clients et qui vont adresser plus ou moins facilement. Je ne sais pas si pour vous, mais moi, hier, je crois que j'avais 4 ou 5 webinars sur lesquels on m'avait invité pour assister à un sujet divers et varié. J'ai fait Sastre il y a quelques semaines. J'avais 18 demandes de gars qui voulaient me parler pour l'Europe sur truc, etc. J'avais fait 0 rendez-vous parce que sincèrement, ça ne m'intéressait pas. Donc, le vrai problème, c'est que la première approche, c'est si les mecs ont un marketing étoffé, OK, on peut faire du webinar, on peut faire des choses comme ça. Là viennent les gens qui ont envie de vous parler en bref. Parce que très sincèrement, l'avantage du Zoom, c'est que si je n'ai pas envie, je clique sur la petite icône là et je vous quitte tout de suite pour aller prendre le soleil au jardin. Ne nous quitte pas. Hein? Non, ne nous quitte pas. Voilà. Et ça, c'est la première catégorie, elle est facile à utiliser. Si la société a bien développé du marketing inbound, la génération de leads, c'est pareil. Mais la génération de leads, c'est aussi des gens qui veulent entendre comment on parle à un grand compte qui ne nous connaît pas, qui n'a pas identifié le projet et qui peut avoir besoin de la solution. Moi, je sais que sur les dernières années, ce qui a fait le succès d'Alengo sur X pays, c'est qu'au détour d'un couloir, au détour d'un salon, au détour d'un événement, on a croisé une très grande marque, on a croisé un très grand compte où le mec avait vraiment a priori aucune envie de nous parler. Et je pense qu'il ne nous aurait jamais parlé sur un système type Zoom. Comment on adresse ces gens-là? Aujourd'hui, avec le pur digital, et c'était une discussion qu'on a avec différents organisateurs d'events, etc., il n'y a pas de solution alternative aujourd'hui. Et malheureusement, c'est ça qui va faire la perf, du moins la perf telle qu'on l'attend tous quand on est autour d'une table sur les performances commerciales. On est prêt à attendre aujourd'hui un trimestre, c'est clair, mais je pense qu'en septembre, sur Q4, tout le monde voudra avoir du business tourné avec des vrais chiffres et des vrais développements. Et là, il y a pour moi un certain pépin encore. Moi, je n'ai pas de solution. Peut-être que mes amis ont déjà vu des solutions. Non, mais tu es en train de faire la… dirais, Vas-y, je t'en prie, vas-y. je dirais qu'il y a eu une phase qui est totalement inédite et exceptionnelle. Ça arrive souvent en communication, enfin souvent, ça arrive de temps en temps en communication. Ça m'est arrivé sur Moto Blues avec le casque que portait François Hollande. Hollande. Bon, là, on a traversé réellement pendant 3 semaines un désert. Et dans le désert, tu es un rien et on n'entend rien. Mais si tu parles, on t'écoute. Et il y a un certain nombre de… Donc, on s'est dit, tiens, on va prendre le risque de parler de façon très différente. Et puis, on a pris très rapidement les premiers webinars, ça a été des succès phénoménaux, les premiers. Et puis après, terminé, je suis d'accord avec toi. Mais on a essayé d'anticiper le fait qu'il y avait un silence absolu. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Regarde sur Melty, il y a eu d'incroyables succès et de certaines communications de marque. Lucky Cart, qui fait du couponing, a été voir ces grandes marques en leur disant on va faire de la communication intelligente. Ils ont fait des coupons et 100% du produit de ces coupons ont été envoyés aux hôpitaux. Et donc, il y a une communication avec les annonceurs. Ils ont continué à tisser le lien et ils en sortiront gagnants. C'est-à-dire qu'il y a eu des actes de foi dans la vente qui est exceptionnel hors de nos circuits habituels, c'est-à-dire ceux qu'on connaît, le commercial, le pipe, Salesforce, etc. Donc moi, je pense qu'il y a eu… alors, on en sort. Après, comme tu dis, ça, c'était au début. C'était les premières semaines. Oui. Alors, et en B2B, c'est plus compliqué aussi quand même. Voilà. Non, mais moi, je vois que les discussions, elles commencent à repartir, là. Encore une fois, ça dépend à quel point l'industrie en face a été sinistrée. Mais je vois… parce que là… En gros, dès lors qu'on est sur un petit panier de petit ARPU, tu peux continuer à faire du digital marketing, etc. Ça marche bien. De toute façon, tu n'avais pas de force commerciale pour 50 balles par mois. Tu n'as pas besoin d'une force commerciale. De toute façon, c'est soit du call calling, soit du digital marketing. Surtout ce qui est plus grand compte, plus gros ARPU. Moi, ceux qui souffrent, ce que je trouve qui souffrent le plus aujourd'hui et où je trouve que ça va être un peu plus long que prévu, c'est tous ceux qui passaient par des tenders, quoi.
Parce que ça a été postponé et qu'on n'en sait rien. Et sur des gros montants, des appels d'offres, etc., là, pour le coup, il n'y a pas de son, pas d'image encore. Le reste, sur des paniers moyens, et ça, encore une fois, je pense que la dichotomie se fait en fonction du panier moyen. Et ces interlocuteurs, tu les rencontrais one and one parce qu'il fallait cibler le bon persona, la personne décisionnaire, etc., sur des appuis un peu plus importants que quelques dizaines d'euros par mois, sur un soft en SaaS, par exemple. Et ça, moi, je vois que les boîtes reprennent et les discussions reprennent et les clients reviennent sur tout ce qui est appel d'offres. Là, pour le coup, c'est toujours pas de son, pas d'image, c'est postponé, on verra dans 3 mois et puis dans 6 mois. C'est plutôt les grands comptes, en fait. Les grands comptes, gros ARPU qui souffrent beaucoup aujourd'hui. Mais c'est vrai que vu les cycles de vente aujourd'hui, ça permet aussi de se projeter un peu parce qu'on sait tous que bon gré mal gré, dans le SaaS, je parle sous contrôle de Martin, mais qui me confirmera, je pense, sur du SMB, on va être à quoi? À 2, 3, 4 mois de cycle de vente. Sur des grands comptes, on va être d'ici 6 mois. Ce qui veut dire tout simplement que si en juin, juillet, les gens n'ont pas repris le collier de manière sérieuse au niveau de la création de leur pipe sur les équipes commerciales, il y aura probablement peu d'effets en 2020. Et c'est là où, en effet, ça heurte une certaine perception du marché. Parce que quand tu discutes avec des fondateurs, les mecs te disent « Ah ouais, mais non, mais moi j'ai grillé Q2, il n'y a pas de problème, on est en train de reforecaster Q3, machin, et puis Q4, on est reparti comme en 40, mais Q4, c'est aujourd'hui qui se construit. » Et c'est ça le vrai problème. Bon, oui. Non, je t'en prie, je dirais, moi je répète qu'il y a eu des opérations de communication et on peut encore en faire certaines. Nous, par exemple, on a affrété un avion de passagers pour mettre des masques à l'intérieur. On est passé au journal télévisé, etc. Donc, il y a des vraies opérations communicantes, créatives qu'on pouvait faire. Ensuite, aujourd'hui, ben oui, il faut cibler à mort. Il y a quand même des opportunités dingues en termes il faut cibler à mort. Isance, par exemple, fait un baromètre du retail, en gros, de la croissance de certains retailers. Il suffit de cibler ces gens. La parapharmacie, par exemple, c'est dément, ça fait x1,5, x2, qui s'équipent à toute vitesse d'outils digitaux. Donc, cibler, cibler, cibler. Alors, évidemment, on ne fera pas aussi bien en 2020 qu'on avait prévu, mais il faut prendre les opportunités. C'est le moment de prendre les opportunités. Il faut être malin. Et pour moi, malin, c'est un joli mot. Oui, mais du coup, il faut aussi, comme tu dis, cibler particulièrement bien, mieux faire ses devoirs avant, pas faire de rendez-vous comme ça un peu dans le flou, parce que comme Il n'y en a Nina pas là, de dit, rendez-vous, de hop, toute façon. le client va te ghoster en 2 secondes, quoi. Donc et puis peut-être aussi que ça demande enfin, je parle vraiment pour le B2B, mais outre ce ciblage et ce travail préalable qui est peut-être plus important qu'en live qu'on peut réagir, voilà. Il peut y avoir aussi des argumentaires, des case studies, des vidéos, enfin des tas d'outils en plus. Et puis en interne, le fait de ne pas être dans la même pièce, de chercher des infos pour les outils entrants. Donc, il y a quand même des tas de mécanismes, et c'est là que là, du coup, je m'adresse plus à Nenad qui est très spécialiste de ces questions, mais à mettre en place pour que cette commercialisation B2B puisse se faire malgré la distance. Et ce n'est pas complètement évident à transposer en pure online. Enfin, c'est vrai, mais je te donne suis pas convaincue qu'on puisse tout faire par Zoom et Skype. Non, c'est vrai, mais du côté de la demande, par exemple, du côté de Cogent et du grenier à pain, mais il y en a d'autres. Ils m'ont tous appelé en me disant est-ce que tu connais des boîtes, etc. Alors, le gouvernement avait mis en place mais plein de boîtes, c'est-à-dire la livraison dernier kilomètre, le Click and Collect, Allcard, enfin, mais tu vois, il y avait une demande très forte. Et là, on s'est retrouvé en face de boîtes qui étaient plus ou moins fermées et d'autres qui répondaient à la demande. Donc, il y a quand même il y a eu des choses à faire. Oui, très clairement. Mais qui en ont profité. Et là, Martin, tu rejoins le sujet. C'est-à-dire que là, en effet, tu as des boîtes qui étaient en plein dans les mutations d'usage et qui, du coup, se sont retrouvées propulsées à la lumière alors que je regardais l'exemple l'autre jour, il y a un reportage qui est passé à la télé d'une boîte qui faisait des cotons-tiges qui étaient en train de crever et qui d'un seul coup s'est retrouvée propulsée et florissante parce qu'elle a transformé ça pour les fameux trucs qu'on vous glisse dans le nez quand on veut prendre le test Covid. Voilà, ça peut arriver. Maintenant, c'est vrai que sur la majorité des prestataires, si on vient dans l'univers e-commerce, prestataires pour le digital, comment ça s'appelle, le drive to store, etc.,
il est clair qu'il faut se reposer la question de son produit parce qu'il y a peut-être en effet des petites extensions, des petites adaptations qui font que le produit est plus approprié aujourd'hui. Il serait plus approprié qu'il ne l'était. Partir du principe que le produit Aziz va fonctionner, comment dirais-je, comme il fonctionnait il y a 6 mois, je pense que c'est un postulat erroné, c'est un postulat de départ qui n'a pas été analysé. Alors, passons à la question du développement européen ou international. On voit des stratégies qui misent sur une relance dès septembre et qui prévoient des développements européens dès septembre. C'est pertinent, c'est illusoire, ça dépend. Là, je vois, alors, c'est pas forcément sur le développement européen, mais Alban Pelletier, donc Dan Voice, qui nous dit en commentaire dans le chat que lui, il arrive à faire des rendez-vous via Zoom Co avec des décideurs qu'il n'aurait jamais vus en rendez-vous physique. Donc, bon, tant mieux. C'est une vraie remarque parce qu'en fait, ils ont du temps. Ils ont du temps et c'est beaucoup moins engageant que de setter un rendez-vous physique avec quelqu'un avec qui tu sais que tu sais pas si au bout d'1 heure tu pourras lui dire merci, au revoir parce qu'il sera dans tes bureaux, tu seras dans ses bureaux ou il sera autour d'un café, etc. C'est beaucoup plus compliqué de dire on va arrêter la discussion ici que de le dire via Zoom. Et il y a une certaine pas familiarité, mais il y a un truc un peu plus convivial, si je puis dire, autour du Zoom qui se crée. Et en tout cas, nous, ce qu'on a remarqué avec pas mal des clients de nos startups, c'est que ces clients aujourd'hui avaient du temps au moins pour discuter. Ça ne veut pas dire que ça convertit forcément derrière, mais il y en a pour la plupart qui étaient, qui ont du temps maintenant. Et je pense que ce temps-là que vos clients ont en tant qu'entrepreneurs, et vous que vous avez aujourd'hui, moi j'ai conseillé à pas mal de nos startups de se reposer effectivement ce genre de questions. Quel est ton persona client? Quelle est ta target? Est-ce que on va chercher des SMEs ou alors on va aller chercher des plus grands comptes? Est-ce que finalement t'as pas changé un petit peu de braquet en termes de cible client, etc. Je pense que c'est des questions à se reposer aujourd'hui, qu'on a du temps, qu'on a un peu de temps. Ok, alors venons-en sur les développements européens où c'est quand même une autre paire de manches. Même en admettant qu'en France soit possible, les gens aient du temps, etc., on trouve des mécanismes, soit. Quid du développement européen? Le développement européen, il y a 2 solutions. Alors la première, et je rejoins un peu ce que disait Alban et ce que dit Samantha, moi je l'ai connu dans une précédente activité puisqu'on a construit Lengo sur un modèle d'équipe commerciale centralisée à Paris, où à partir de Paris, on vendait en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, aux Pays-Bas, jusqu'en Chine. Donc a priori, il n'y a pas forcément, comment dirais-je, de blocage à le faire. Le vrai problème qu'il va y avoir, encore une fois, et Sam l'a dit, c'est beaucoup moins engageant. Donc, quand tu n'as pas envie de voir quelqu'un au téléphone ou en visio, ça fait des années qu'on le faisait en visio. Quand tu n'as pas envie, le gars, il ne te prend pas. Et le vrai problème, par contre, c'est pour atteindre cet objectif, c'est qu'il faut quand même rentrer des grands comptes un peu dans tous les pays. Il faut rentrer dans tous les pays. Et quand tu arrives dans un nouveau pays où ta notoriété est nulle, souvent, moi, je ne connais pas d'exemple aujourd'hui de sociétés qui se sont implémentées dans des positions fortes sur des pays uniquement par de la distance et de la distanciation. Et quant à l'impact physique, il y a 2 alternatives. Soit les gens sont déjà dans le pays de manière viable, soit ils ne le sont pas. Ceux qui ne le sont pas et qui veulent aujourd'hui se lancer et qui se disent qu'en septembre tout roule et on est reparti comme en 40, stop. Moi, personnellement, mon avis, Marocco, c'est stop. Je ne sais pas ce qu'en pense Martin, ce qu'en pense Sam, mais sincèrement, il n'y allait pas. Par contre, il y a un vrai problème, c'est qu'à un moment ou à un autre, il faut en effet décider à quel moment il faut y aller. Parce que tout le monde se dit, OK, j'attends, je réfléchis, mais tout le monde est en train de fournir aussi des plans en se disant, mais je vais être le premier à redémarrer, donc si je peux commencer 1 mois ou 2 mois avant les autres, je vais gagner le bénéfice parce que c'est difficile de recruter des mecs. Il y a des candidats, là, ils sont vachement plus disponibles qu'ils étaient avant. Oui, mais s'ils sont disponibles, c'est que justement, c'est compliqué de démarrer, quoi. Ouais. Ok. Du coup, vous m'avez l'air assez d'accord, donc je me permets de passer au sujet suivant qui est, alors j'en ai parlé avec toi, c'est toi surtout qui m'en a parlé, Martin, c'est le sujet des build-up. Parce que une autre opportunité, alors à la fois pour construire des must-have, ça peut être rapprocher des propositions de valeur, et puis pour prendre des parts de marché et saisir les opportunités, ça peut être aussi une opportunité de territoire, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'idée qu'il y a derrière et est-ce que c'est une opportunité encore plus actuellement en temps de Covid, en temps de crise?
Oui, je pense que la stratégie… Est-ce que tu as des exemples? Oui, oui, alors, oui. Juste l'exemple, un vieil exemple, c'était PhotoS. C'est-à-dire qu'on s'est dit, il n'y a pas Est-ce de que tu as leader. des exemples des dernières semaines? Oui, oui, mais je vais vous en donner. Mais Des scoops. en réalité, la stratégie de leadership, elle peut passer par du build-up. Or, il se trouve qu'on a la culture de nos startups, c'est on se bat tout seul, on va lever indéfiniment des fonds et petit à petit, et puis il se trouve que comme les fonds ont de l'argent, eh bien, ils continuent à alimenter les startups. Les startups se trouvent… On a parfois 5 startups dans 5 fonds dans lesquels les fonds ont mis 10 millions et qui font la même chose. C'est très français. Franchement, super, super, mais je me dis, si je suis au-dessus dans une optique de mécano-industriel, je trouve que c'est de l'argent un peu gâché. C'est-à-dire qu'on peut faire mieux. Les startups en question, elles sont les premières à dire, alors c'est peut-être du vent, mais c'est bien parce que ça évangélise mieux le marché, qu'on soit plusieurs, il y a de la place pour tout le monde, il y a de l'émulation saine. L'évangélisation, et oui, bien sûr, il n'y a pas de vérité noire ou blanche, mais d'abord, l'évangélisation, c'est au démarrage. Donc, au démarrage, il faut faire du bruit, etc. Mais une fois que le produit est connu, je veux dire, il y a un moment où il faut s'industrialiser, il y a des effets de taille critiques. Donc, le build-up, qui est une vieille stratégie, une vieille technique en réalité d'expansion, se justifie tout à fait. Alors, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas tellement en France et peut-être plus dans d'autres pays? Mais en France, c'est parce qu'il y a l'ego et il y a les fonds. Franchement, je ne vois pas d'autres raisons. Il y a l'ego des fonds et l'ego des entrepreneurs. Il y a beaucoup d'ego. Il y a beaucoup d'ego. Oui, il y a beaucoup d'ego. Or, je pense que cette crise, et l'ego entre égos, c'est compliqué quand il faut et dépouiller un peu les égos de chacun, et on va se dire, eh bien, il y a une opportunité aujourd'hui. Alors moi, j'utilise un nom rigolo de façon à changer le nom de build-up, c'est du Pac-Man. Et je le fais depuis, alors tu me demandais des exemples, je le fais depuis 3 ans avec une dizaine de fonds. On fait une revue de portefeuille et on se dit comment peut-on créer des acteurs majeurs. Alors c'est assez simple, il y a des secteurs qui sont verticaux, c'est-à-dire qu'on peut se dire dans la livraison à domicile, bon, il y a 10 boîtes qui font la même chose. Et donc là, c'est simple, boum, tu mets 10 personnes ensemble, tu as 10 fois moins de coûts, 10 fois plus de taille, une rentabilité qui est évidente. Bon. Il y a une autre solution qui est de faire des suites. C'est-à-dire que tu fais de l'upselling, du cross-selling, des choses comme ça. Et donc, tu as des sociétés aussi qui ont, je vais citer un exemple assez récent, Isance a racheté Masberry en faisant du cross-selling. Et puis, ça va continuer. Je ne vous fais pas d'annonce, mais je pense que c'est voué à continuer. Pourquoi? Parce que c'est une façon de créer des acteurs. Et là, j'ai vu qu'il y avait Quamplify qui était dans les spectateurs. Et dans les parages. Oui. Dans les parages, il ne fait que ça. Il ne fait que ça. Et il est en train de bâtir un groupe autour d'une logique industrielle qui est assez claire. Et je dirais, je ne vois pas pourquoi ce processus ne va pas s'accélérer. Donc, je dirais, il faut que les fonds… Mais arrête on continue à parler ensemble et il faut que les dirigeants se disent il y a quelque chose qu'on peut faire aussi ensemble. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'il y a une grosse partie d'ego. Enfin, moi, je le conseille à toutes mes boîtes. Moi, je préfère être un petit actionnaire dans une grande entité consolidée qui crache beaucoup plus de top line que être un gros actionnaire dans une petite boîte qui est toujours un peu plafonnée d'un point de vue marché. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Et je pense qu'il s'agit de l'ego. Moi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui me disent oui, mais il n'y a pas de petite boîte à racheter. Je dis mais pourquoi tu vois petite boîte à racheter? Pourquoi tu ne regardes pas celle d'au-dessus? Il me dit oui, mais on va se faire absorber. Je dis bah non. En fait, c'est juste une fusion par le haut. Oui, mais on va être dilué. Bah ouais, mais c'est pas grave. Tu préfères quoi? Avoir une petite partie d'un gros camembert ou continuer à t'égosiller sur un marché que tu n'arrives pas à aller bon, non, mais vous êtes d'accord sur le diagnostic? Est-ce que la crise, il change quelque chose Oui, parce qu'elle va changer les égos. Tu vois, là, j'étais au board de TVTY ce matin. C'est nous qui avons fait la fusion Olimetrix TVTY. C'est devenu un groupe. Et qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qui était difficile? Qu'est-ce qui est difficile là-dedans? Parce que j'en fais quand même un certain nombre. C'est quand je parle avec un fonds.
Il me dit, ouais, super, sauf que je connais les fondateurs, ils sont compliqués. Bon, ok, d'accord, ils sont compliqués. Peut-être qu'ils se Mais c'est la décompliquent en ce réalité, moment. c'est la réalité du terrain. Or là, je pense qu'ils vont être moins compliqués. Alors, si je peux me Voilà, permettre c'est une juste de bonne pondérer nouvelle. un truc, je pense que Martin s'autoflagelle un peu sur l'écosystème français, parce que moi qui traîne beaucoup sur l'écosystème allemand et sur l'anglais, je pense que la démultiplication des boîtes sur un thème, elle est quasiment équivalente. Oui, tu as Je raison. pense, ouais, je pense Oui, tu que as raison. c'est global. Et nos amis chinois, puisque là, ces derniers temps, je discute beaucoup Tu avec as des fonds raison. chinois qui viennent qui eux viennent dans cette idée de cross-selling et en se disant, bah, finalement, si j'en prends une ou deux en France, une ou deux en Allemagne, une ou deux en Angleterre, ça fait quelque chose qui devient enfin intéressant, parce qu'une par une, ça ne nous intéresse pas. Ils ont la même analyse, c'est-à-dire question d'ego et ils ne comprennent pas pourquoi les acteurs restent comme ça isolés. Ce qui va donner aussi d'ailleurs probablement lieu à un certain mouvement, parce que ces derniers temps, moi je discute pas mal avec les boîtes américaines qui avaient commencé l'année dernière à débarquer un petit peu à nouveau en Europe, la nouvelle génération. Tu citais tout à l'heure l'exemple Martin des PIM, mais moi je discutais avec un CEO d'une grosse boîte de PIM qui a levé une fortune. Ils ont levé 220 millions, je crois, en novembre dernier ou en octobre dernier aux États-Unis. Le gars, il est fondé, il a créé déjà sa tête de pont en Europe. Et là, je l'appelle le lundi. Le vendredi, il avait viré 30% de ses effectifs aux États-Unis. Et je lui dis, bon, bah, écoute, je pense que tes projets européens, pas trop d'actualité. Il me dit, ah, non, mais si, pas du tout. Pas du tout. Il dit, de toute façon, les États-Unis, là, on rentre dans la crise. On ne sait pas du tout comment on en sort parce que ça part dans tous les sens. Et puis, de toute façon, dès qu'on en sort en septembre, après, il y a l'élection présidentielle qui arrive. On ne sait pas du tout dans quel sens ça part. Donc, le temps que l'administration arrive, on sera en février de l'année prochaine. Donc, j'ai un an. Et il te dit, bah, moi, si je regarde pragmatiquement, si je mets $1 en Europe, je sais ce que ça me rapporte. Si je mets $1 aux US, je sais ce Écoute, que ça me rapporte. Et j'irai en on Europe. s'appelle après parce que je suis en train de faire un Pac-Man dans les PIM. Tu vois, franchement. Voilà. Et donc, le point, c'est juste de dire faire il va y avoir forcément il y a un écosystème qui est très fragmenté. Il y a beaucoup de boîtes, en effet, sur toutes les thématiques, etc. Après, en effet, il y a des problématiques d'ego et d'ego entre égaux, parce qu'en effet, quand on parle fusion systématiquement, on a l'impression que tous les deux sont au même niveau et personne ne va être légèrement au niveau au-dessus, en dessous, etc. Et j'ai quand même l'impression, pour mon expérience personnelle, n'ayant jamais été fondateur, mais ayant assisté à beaucoup de discussions de cet acabit à plein d'endroits, que c'est souvent un problème, je dirais, dans le top 3, allez, pour être gentil Oui, et oui. pour rester… Alors, tu vois, par exemple, j'ai une petite loi. Alors, ce que je vais dire est vraiment politiquement incorrect, mais il est beaucoup plus facile de faire un rapprochement ou une fusion quand dans les deux boîtes, il n'y a plus les fondateurs. C'est-à-dire que c'est sur cette nouvelle équipe qui est arrivée. C'est ce que me disait hier un gars avec qui je discutais, un fonds chinois qui est actif actuellement sur l'Europe et qui me dit, nous, de toute façon, on est en builder, mais on achète tout, on buy out et puis ensuite on réorganise et on restructure, parce que c'est pas la peine de chercher à savoir comment on va concilier ceci. Il faut aller prendre en plus parfois les briques d'un produit dans une société, les briques dans l'autre. Il faut créer les bridges. Bien sûr. Et après, il y a des vraies questions de construction. Mais ça, de toute façon, ça va être en effet un problème. Ça va être un problème à gérer. Mais en période de raréfaction de cash, c'est clairement, par exemple, ce sur quoi Paris aujourd'hui, des acteurs américains avec qui j'ai discuté, ils m'ont dit, nous, on s'installe. Dans 6 mois, 9 mois, on verra comment sont les petits acteurs français qui sont présents, parce qu'il y en a certains qui vont peut-être pas avoir forcément les reins aussi solides que ça. Et puis, à ce moment-là, on sera peut-être là pour discuter. Donc, je pense que là, il y a un consensus. D'ailleurs, on est en train d'organiser un webinaire avec Paris Co. Ils ont 700 boîtes. Il y a vraiment de quoi faire en France parce qu'il y a des très belles startups, mais je pense que ça va être un accélérateur. Ok. Bon, écoutez, on arrive à la fin de notre heure de table ronde. Peut-être en guise de mots de la fin, j'ai envie de vous demander des conseils que vous n'avez pas encore eu l'occasion de donner ou des observations. Alors, on a évoqué pas mal de sujets, donc je retiens beaucoup la réflexion sur les produits, de mieux adapter ces produits, bâtir des must-have, sur les personas pour mieux les adresser, surtout dans un contexte où communiquer, commercialiser, c'est quand même moins évident. Développement européen, c'est pas forcément l'urgence toute vite. Être ouvert sur l'opportunité de se rassembler, que ce soit fusion ou coopération, parce qu'on n'est pas obligé non plus d'aller, ça peut être une première étape très, très intéressante et très efficace aussi. Alors je sais que c'est Martin, tu m'avais dit ça quand on préparait, mais toi tu dis c'est très bien les questions de stratégie, il faut se poser, etc. Mais de plus en plus dans les startups, et c'est sans doute encore plus vrai en temps de crise, ce qui compte, c'est réussir l'exécution.
et c'est encore plus vrai maintenant. Donc voilà, est-ce que vous avez les uns et les autres d'autres, sans rentrer dans le détail, parce qu'on va laisser la parole à Édouard Philippe, qui est une petite intervention là qui va commencer. Mais voilà, vos conseils pas encore abordés pour arriver quand on est prestataire, start-up, tech, retail, e-commerce, etc., à réussir sa reprise. Ah bah, je vais commencer moi sur un sujet un peu atypique, comme ça fera ma conclusion, dont on n'a pas parlé, c'est les effectifs et les RH. Et ça va être un vrai sujet parce que les gens sortent d'une période de télétravail qu'ils ont plus ou moins bien vécu. Je pense qu'il y a en effet une voie à explorer sur le télétravail, mais je pense que dans pas mal de boîtes, on avait commencé ce genre de réflexion bien avant, donc ce n'est pas forcément quelque chose de nouveau. Par contre, il y a des accélérations, notamment moi j'appelle ça des dérives, alors je me ferais peut-être jeter des cailloux par mes amis derrière, mais bon, des dérives d'un Twitter qui te dit j'ai plus besoin de locaux et les mecs ils vont tous travailler de chez eux, etc. Moi, je dis attention parce que c'est vrai que là, on est dans une période où ça va grincer un petit peu au niveau des équipes. Ils vont être très contents du télétravail, mais je prends l'exemple d'équipes commerciales. C'est pas sûr que demain matin, quand les bonus vont pas être là, tout le monde va forcément avoir la banane. Et puis là, je voyais une étude, je discutais l'autre jour avec une boîte dans le secteur des RH, et les mecs me disaient, la grande majorité des gens, ils veulent revenir au bureau. Ils veulent revenir au bureau. Ils veulent être en télétravail 1 ou 2 journées, mais ils veulent revenir au bureau. Et pas pour uniquement un truc, mais ils veulent parce qu'ils veulent se coordonner, ils veulent l'équipe. Le fait de travailler dans une boîte, c'est un choix. Le fait de travailler full-time en télétravail, parfois, ça peut s'appeler indépendant, ça peut s'appeler freelance. Et c'est un choix de vie, c'est un choix de mode de fonctionnement. Et aller très vite comment dirais-je, en besogne sur ce sujet-là, et avec des sujets un peu précipités. Et j'en ai vu un paquet qui me sortent ça comme une voie d'optimisation de leurs finances dans les semestres qui viennent, et pas des boîtes forcément dans lesquelles je suis présent, mais des gens me posent la question ce que j'en pense. Sincèrement, je dis attention, parce qu'une fois qu'on aura mis les pieds dans ces sujets-là, c'est très difficile de faire marche arrière. Et si on fait marche arrière, ça provoque une crise, avec Jacques tout ce que ça Dorsey, si induit tu en nous termes de entends. process. C'est ça? Jacques Dorsey, Oui. si tu nous Oui. entends. Ah ben, à la limite, je dirais Marc, si tu nous entends aussi. Marc a au moins donné de dire une chose, c'est que l'avantage, c'est qu'après, on peut moduler les salaires en fonction de l'éloignement et que les gens peuvent être plus éloignés. Et je pense qu'il est en train de réannoncer tout simplement ce qu'on a connu, les vieux de la vieille dans l'informatique, l'externalisation en Inde des activités ingénierie à l'époque de la high-tech, de la première version de la Silicon Valley, et à qui tout le monde achetait des cailloux une décennie plus tard. Donc, mais on en prend un petit peu la direction en délocalisant les choses non délocalisables. Martin, Samantha, votre mot de la fin? Moi, je suis plutôt très positive sur cette fin d'année. On est en train de se déconfiner progressivement. Je pense qu'il y a eu pas mal de tri sur nice to have, must have, et moi j'ai vu beaucoup de résilience chez nos entrepreneurs et l'agent entrepreneur de manière générale. Il ne faut pas oublier que les plus belles boîtes sont nées ou sont révélées en temps de crise. Donc, je pense qu'on a un bel avenir devant nous si on n'oublie pas. Voilà, il ne faut juste pas oublier ce qui nous est arrivé, mais moi je suis plutôt très très positive sur la suite. Martin, je me demande si tu vas nous parler de Karl Marx, du disco ball. Je sens que tu vas nous sortir un super concept. Non, je dirais juste Non, j'invite tout le monde d'ailleurs. J'aurais fait une autre conclusion, mais j'entends Nenad et Samantha. Non, j'invite tout le monde à lire un petit livre qui s'appelle Alerte sur la banquise. C'est un professeur de management à Harvard qui explique que le changement, il a lieu dans un état d'urgence. Et donc là, on a une chance formidable, c'est que l'état d'urgence est imposé à nous. Et donc, on le voit bien dans ce petit conte, ça prend 1h30 à lire, c'est très agréable, c'est des pingouins. La fin est bonne d'ailleurs, elle n'est pas toujours très bonne. Il y a un autre bouquin qui s'appelle Qui a piqué mon fromage et ça passe très mal. C'est un bouquin d'un autre professeur de management. Et donc, lisez plutôt Alerte sur la banquise. Donc, moi, je dirais, il ne faut pas avoir peur. Oui, Karl Marx, c'est le petit bourgeois qui s'enferme, hein, donc il n'y a pas beaucoup d'avenir à ça. Donc, n'ayez pas peur. Je dirais, soyez malin. C'est quand même une vraie malin, c'est faire des BP ou créer créer quelque chose de l'inattendu. Ça n'arrive pas tout le temps dans sa vie et franchement, ce sont des opportunités. Elle y disparaît déjà. Là, je vois les opportunités qui disparaissent. C'est un peu dommage, mais il est peut-être encore temps d'être malin et de profiter de l'effet de levier de l'inattendu. Donc, pensez-y.
Et puis, prenez des parts de marché, c'est-à-dire que c'est le moment avant les autres. Vous savez, aujourd'hui, je trouve qu'on a des start-upers qui sont des élèves de grandes écoles, tant mieux. Ils sont tous formatés pareil. Donc, c'est une course de chevaux qui est quand même… c'est difficile de voir une tête émerger, mais ça arrive. Donc là, c'est plus facile. Donc, il faut en profiter. Donc, je dis, il faut profiter de la crise et pas avoir peur. Entendu. Merci infiniment à tous les trois de vous être rendus disponibles. C'était vraiment un échange extrêmement riche. Merci beaucoup au public qui est resté fidèle jusqu'au bout. Et on se retrouve très bientôt pour la 3e e-plénière de One-to-One Retail et e-commerce Monaco avec The Trace. Merci, à bientôt. Bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.